merci d'être venu, merci d'avoir accepté et surtout de commencer ce cycle sur la question de l'état de droit que nous ouvrons dans le cadre de la commission intelligence juridique de l'Association des auditeurs en intelligence économique de l'IHEDN. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour votre invitation. Bonsoir pour ceux qui sont là. Écoutez, je suis ravie de pouvoir ouvrir. Donc, ouvrir, c'est juste lancer comme ça peut-être quelques pistes de réflexion sur la commission intelligence juridique. Oui, c'est un peu pompeux, mais... J'avoue que cette formulation, je la trouve merveilleuse. Merci. Parce que, non, mais vraiment parce qu'en fait, y a-t-il aujourd'hui encore de l'intelligence dans la réflexion sur la norme? Parce qu'on est un pays qui fait énormément de normes, on va en parler, et parfois on a l'impression que cette norme part dans tous les sens et qu'il n'y a pas tellement de vision, puisqu'on a même des normes qui se contredisent. Et cette confusion de la norme, qui est quand même le pilier, on va dire, de l'état de droit, on va en parler, peut parfois laisser penser que justement on a perdu de vue une certaine forme d'intelligence et qui ne permettra pas d'avoir une stratégie si encore on en cherche une. Alors, vous m'avez gentiment envoyé un intitulé que je reprends dans cette commission intelligence juridique pour analyser avec sérieux et rigueur ce que l'état de droit veut dire et aussi quel est l'état du droit en France et dans le monde dans un esprit de défense. Alors, ça fait beaucoup de notions dans cet intitulé et je pense que le fait d'avoir mis comme ça tous ces aspects me semble extrêmement riche pour commencer cette commission. Pourquoi? Parce que, comme je viens de le dire, il y a ce concept d'intelligence juridique qui est rarement exprimé, sur lequel moi je vous invite à vraiment vous pencher parce qu'il ne va pas de soi. Il est extrêmement intéressant ce concept. Vous avez l'état de droit dont tout le monde parle et dont peu savent vraiment ce qu'il recouvre, mais on va en parler. L'état du droit qui intéresse rarement justement souvent les commentateurs ou le débat dans l'actualité sur l'état de droit qui est brandi souvent comme un étendard pour fermer le débat. Or, l'état de droit, j'allais dire, s'analyse par rapport à la manière dont il va se mettre en place. Donc c'est bien dans ce rapport et cette confrontation de la norme à la réalité, donc à son côté opératif, que l'on pourra vraiment savoir si l'état de droit est vraiment, j'allais dire, respecté par rapport à l'état du droit. Et puis l'état du droit, c'est aussi, c'est ça qui est intéressant, cette notion qui a été battue en brèche récemment dans l'actualité, c'est cette question de l'évolution. C'est-à-dire que dans l'état de droit, vous avez quelque chose un peu de figé dans le marbre, comme quelque chose de sacré. Et il y a une sacralisation de l'état de droit, dont on verra que cette notion peut revêtir pourtant des visions très différentes. Donc de quoi parle-t-on? L'état du droit, c'est cette réalité que l'état de droit est un concept qui peut évoluer. Et ceux qui récemment ont alimenté un débat, voire une polémique, et c'est toujours bien d'ailleurs d'avoir un débat, pourquoi pas, sur les déclarations d'un ministre de l'Intérieur qui a lancé comme ça, j'allais dire un pavé dans la mare en disant mais l'état de droit peut évoluer, il n'est pas quelque chose de figé, ont hurlé en disant c'est une atteinte à la démocratie. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez deux concepts, c'est-à-dire est-ce que l'état de droit est quelque chose de sacré, immuable, gravé dans le marbre? Première question. Deuxième question, est-ce que l'état de droit est équivalent à la démocratie? Puisqu'en fait, critiquer cet état de droit revient de façon assez simpliste à critiquer la démocratie, voire un troisième concept qui s'appelle les valeurs de la République. Pourtant, ces trois concepts, si on les regarde de près, et je vous invite dans votre commission justement à les regarder de près, ils ne sont pas superposables en totalité.
ils le sont en partie, mais pas en totalité. L'état de droit, c'est pas l'équivalence de la démocratie, c'est une condition de la démocratie, éventuellement, même surtout. Encore faut-il savoir ce que l'on met dessous. Et les valeurs de la République, c'est pareil, c'est un concept aussi évolutif. Et la difficulté aujourd'hui, et d'où j'aime bien cette idée d'intelligence juridique, c'est d'être en capacité de définir aujourd'hui, en 2024, ces concepts qui ont énormément évolué et qui méritent, pour tout débat, d'être définis dans toutes leurs exceptions. Donc déjà là, les choses ne sont pas évidentes. On parle comme si c'était une donnée. En vrai, ce n'est pas une évidence. Et puis vous avez rajouté une quatrième notion qui me semble très intéressante, qui est l'esprit de défense. On pourrait se dire, mais que vient faire l'esprit de défense finalement par rapport à ces trois concepts? Le premier concept, c'est l'intelligence, donc c'est les humanités, c'est ce que nous sommes capables de faire dans une œuvre de civilisation. Donc ça me semble intéressant de le réintroduire parce que tout ça est vivant. On est à la fois dans un héritage et à la fois on est dans un acquis permanent, donc c'est le côté vivant. L'état de droit, eh ben, c'est la lettre. L'état du droit, c'est la manière dont il se met en place. Et cet esprit de défense me fait penser immédiatement à un autre concept qu'il faudra discuter, qui est celui de la norme. La norme est-elle une arme? En vrai, est-ce que la norme est une arme aujourd'hui? L'esprit de défense, c'est ça. C'est-à-dire que, est-ce que la norme nous défend ou nous met en danger, ou en tout cas nous désarme, on peut dire. Ça, c'est la première version des choses, dans l'esprit de défense. On voit par exemple qu'aux États-Unis, la norme est vraiment utilisée comme une arme à la fois politique, économique, juridique, même de déstabilisation, hein, avec cette compétence universelle que l'on connaît. Mais il n'y a pas que ça. La norme, c'est aussi un champ de bataille. Et ça, c'est intéressant parce que souvent, on croit que la norme, finalement, c'est quelque chose qui est neutre sur le plan axiologique. C'est-à-dire que la norme, c'est neutre. En fait, la norme trouve sa raison dans le simple fait d'exister. En vrai, c'est faux. La norme a toujours été un vecteur. Pendant très longtemps, d'abord, elle a été un vecteur du pouvoir politique, du pouvoir religieux. Elle est un champ de bataille idéologique, aujourd'hui très intéressant. Et ça me permet de vous engager à une réflexion sur ce sujet-là, qui est le livre que je trouve très intéressant de Marcel Gauchet. Qui s'appelle Le nœud démocratique. Pourquoi? Parce qu'en fait, Marcel Gauchet, qui explique très bien comment l'état de droit ne se superpose pas avec la démocratie, mais on fait partie, mais ne peut pas être totalement réduit à la démocratie, explique que l'état de droit, pendant très longtemps, a été en fait une évidence pour lutter contre l'abus de pouvoir. En vrai, l'état de droit s'est construit sur cette idée extrêmement forte qui est que le souverain est également soumis à la loi, donc il ne peut pas être dans l'abus de pouvoir. Et pour ça, on a mis en place des mécanismes, c'est-à-dire avoir des normes clairement établies. Deuxièmement, que tout le monde y soit soumis, donc le souverain également, et des mécanismes pour garantir cet abus de pouvoir qui sont la séparation des pouvoirs et la hiérarchie des normes pour avoir un corpus qui soit rationnel. Et ce que dit Marcel Gauchet, c'est très intéressant par rapport à cette histoire, cette notion que la norme n'est pas neutre, mais peut être un vecteur, et moi je dis même un champ de bataille idéologique aujourd'hui, c'est qu'il explique que finalement, au départ, l'état de droit s'est construit contre l'abus de droit, contre l'abus de pouvoir, excusez-moi, et que maintenant, l'état de droit est peut-être devenu
un abus de droit. C'est-à-dire que dans ce champ de bataille, on a eu deux visions dont il faut vraiment avoir conscience, qui sont à la fois une vision plus collective, qui sont aussi les libertés publiques, évidemment les droits fondamentaux, en concurrence avec ce qu'on a pu voir monter, qui sont les droits de l'homme, qui sont des droits de plus en plus individuels. Et pendant assez longtemps, on a eu, j'allais dire, une forme d'équilibre, voire de subsidiarité en vrai, puisque le collectif ou l'intérêt général l'emportait un peu quand même sur les droits individuels, et qu'à un moment donné, on était à équivalence, et qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Il semblerait que les droits individuels l'emportent sur l'intérêt général. Ça, c'est la première chose. Donc, on voit très bien qu'il faut réinvestir cette réflexion sur la norme et ne pas être naïf sur ce qu'elle propose et comment elle se met en place. Ça, c'est la première chose. Donc, dans l'esprit de défense, il y a une réflexion qui est intéressante parce que on voit très bien les critiques monter en disant mais en vrai, la norme est devenue un obstacle. Là où elle devait être une protection, elle est devenue un obstacle. Et juste ce prologue pour dire que votre réflexion ne peut pas faire l'impasse, à mon avis, sur le contexte. L'état de droit, c'est le texte, mais le contexte est absolument fondamental. Et quel est ce contexte aujourd'hui? Ce contexte aujourd'hui, c'est à la fois une concurrence normative, une architecture qui peut laisser penser que justement ce que l'on pense être en haut de la norme, c'est-à-dire la Constitution, n'est peut-être plus notre norme suprême. Donc ça, c'est toutes les critiques qu'on peut avoir sur les normes européennes ou les normes internationales qui ne sont plus aussi harmonieuses par rapport à notre Constitution, mais peuvent maintenant venir la culbuter. Et ça, c'est par le haut. Et par le bas, il y a une autre critique qui est de dire mais la norme ne correspond plus à la volonté populaire ou la volonté générale, puisque cette norme est finalement imposée par quelques-uns, voire quelques lobbies, etc. Donc il y a toute une critique sur la manière dont la norme est faite, la manière dont la norme s'applique, et sur quelque chose qui me semble extrêmement important, c'est la déconnexion aujourd'hui, c'est-à-dire entre ceux qui font la norme et ceux qui sont censés la respecter ou l'utiliser. Et cette déconnexion, elle est très importante et elle va complètement dans le sujet aujourd'hui de l'intelligence normative, c'est-à-dire retrouver cette intelligence et aussi retrouver cette harmonie, pour moi, dans un équilibre, c'est-à-dire pas tomber d'un côté dans le populisme et pas d'un autre côté ignorer cette attente et cette demande ou cette déconnexion. Et c'est ce que Marcel Gauchet explique très bien dans ce qu'il appelle la crise démocratique ou la crise institutionnelle aujourd'hui, dont la norme, contrairement à ce qu'on pense, est sans doute un des facteurs majeurs de notre société. Pourquoi c'est un facteur majeur? Parce que non seulement la norme n'est pas quelque chose de neutre, mais le droit et la justice qui va avec, en vrai, a une valeur anthropologique extrêmement importante, une valeur sociétale très importante également. Anthropologique parce qu'elle est à la fois au fondement et elle est la fondation des valeurs qu'une société se donne. C'est-à-dire que c'est elle qui dessine tout simplement ce qui est possible et pas possible, ce qui est légal et pas légal, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, en gros le bien et le mal. Donc elle a cette fonction anthropologique qui est extrêmement importante. Elle a cette fonction également métapolitique qui est celle du contrat social, c'est-à-dire que c'est elle qui permet que les citoyens abandonnent une partie de leur pouvoir à un État qui, en contrepartie, doit être gardien des promesses, et notamment par l'intermédiaire du juge, qui est un tiers dans ce rapport contractuel, qui est un rapport non pas à deux, mais à trois, entre l'État, le citoyen, et le troisième, c'est le juge. Donc en fait, c'est une triangulation. Et dans ce rapport à trois, où le juge est garant du contrat,
c'est lui qui est censé le faire, j'allais dire, ce contrat moral, mais qui passe aussi par la norme, qui est censé le faire respecter et appliquer, en vrai, ce contrat est absolument essentiel pour assurer la paix civile. Et si, et c'est ça qui est très grave, et c'est aussi toujours la réflexion sur l'état de droit, vous rentrez dans une méfiance ou une défiance sur cette promesse et cette garantie, alors c'est un effondrement majeur de la société. Et vous pourrez invoquer l'état de droit, ça n'aura aucune importance, parce que l'état de droit reste un ensemble de normes avec des mécanismes de séparation, etc. Mais ce qui fait que ça marche, c'est la relation de confiance dans cet état de droit. Et la relation de confiance, comme elle est triangulaire, elle doit être aussi importante sur le contenu de l'état de droit que je viens de décrire, d'où l'intérêt de réfléchir au contenu, mais elle est aussi importante, cette confiance, sur le crédit de la parole. La crise de confiance, c'est une crise du crédit de la parole. C'est-à-dire que si vous n'avez plus confiance dans le juge qui, lui, intervient par le verbe, donc c'est bien la parole, et donc le verbe, c'est la traduction de la norme et d'un jugement oral ou écrit, d'ailleurs, peu importe, alors à ce moment-là, la démocratie est en danger. Le système est en danger et la paix civile est en danger. Donc il faut faire attention de ne pas se tromper quand on brandit l'état de droit comme une garantie suprême. En vrai, c'est une triangulation. Je ne sais pas si je... Oui, je suis assez claire. Non, c'est très clair. Et dans cette triangulation, deuxième chose très importante que l'on voit dans la crise qui se profile aujourd'hui, c'est justement la mise en cause non seulement du contenu, mais maintenant des magistrats. C'est-à-dire que le juge, et on voit très bien, devient un bouc émissaire aussi de ce malaise institutionnel et démocratique, puisqu'il est accusé de tous les maux, et c'est ce qu'on appelle le gouvernement des juges d'ailleurs, et donc les critiques sont assez multiples, puisque ce juge aussi doit correspondre dans cet état de droit, donc on est bien sur cette triangulation, mais il ne faut jamais l'oublier, doit correspondre à des critères aussi d'éthique, de déontologie, extrêmement importants, puisque sinon on dit mais le juge ne garantit pas les promesses de l'État et donc le système est pourri. Et en fait c'est là que les choses, à mon avis, se jouent plus que dans les textes, ou en tout cas c'est tous ces aspects-là qui, à mon avis, sont à prendre en compte pour répondre à la crise démocratique qui est le contexte actuel. Et puis après, vous avez un contexte beaucoup plus large, qui est un contexte géopolitique, où là, l'état de droit, à la fois, peut être brandi comme quelque chose de positif, puisque aujourd'hui, être une démocratie qui a un état de droit qui fonctionne bien, c'est-à-dire avec un corpus normatif qui est rationnel, qui garantit les libertés, qui garantit la séparation des pouvoirs, qui garantit que l'État ne sera pas dans l'abus de pouvoir et qu'un juge vous rendra justice, est quelque chose de vu comme positif, y compris pour l'économie, y compris pour les partenaires institutionnels à l'international. Et donc, c'est quelque chose de très, très positif. Donc, il y a aussi une bataille extérieure qu'il ne faut pas ignorer. Et un pays qui n'a pas cette garantie de sécurité juridique et institutionnelle est également un pays qui, sur le plan géopolitique, s'affaiblit grandement et économique, n'en parlons pas, il ne faut pas dire non plus sur le plan de la sécurité, puisqu'en fait, tout est lié. Donc on voit bien que cette architecture, elle est importante. Après, la vraie question, et c'est la question une fois qu'on a dit ça, c'est de l'application de ce corpus sur lequel les citoyens doivent adhérer ou pas. Donc là, est-ce qu'ils adhèrent? C'est de savoir exactement s'il peut évoluer, s'il doit évoluer et surtout s'il est mis en œuvre de manière juste par les magistrats.
Et sur l'état de droit, moi, je parlerais de deux concepts, de fausses peurs et de vraies menaces. Je crois qu'on se fait des fausses peurs quand on a des débats sur « Ah, il ne faut pas toucher à l'état de droit, vous touchez à la démocratie, vous touchez aux valeurs de la République si on parle d'une évolution. » Non, l'évolution de l'état du corpus fait partie, d'ailleurs, si on n'a pas le temps, mais si on faisait l'historique, les valeurs de la République ne parlent plus de la même chose, la Troisième République n'a rien à voir avec la Cinquième, et ces valeurs ont évolué, et c'est normal, parce qu'elles correspondent aussi à un état de la société et de l'adhésion. Donc, il ne faut pas avoir peur, je sais pas, les fausses peurs, de poser sur la table, faire un bilan de notre état de droit. Il ne faut pas avoir peur de dire, mais est-ce que ça ne marche pas? Est-ce que notre constitution doit nous garantir des valeurs que nous, dans notre société, on veut conserver? Et c'est ce que certains pays font d'ailleurs. Il ne faut pas avoir peur que d'autres pays aient, avec leur culture, une approche différenciée, et il ne faut pas avoir peur de dire peut-être qu'il y a une déconnexion parfois avec certaines décisions qui sont prises lointaines. En tout cas, je pense qu'il ne faut pas avoir peur du débat, et il ne faut pas se faire peur avec d'autres États en disant je pense au niveau des États européens, ils font pas comme nous, donc c'est horrible, etc. Je pense qu'il faut plus avoir peur de notre incapacité à mettre nous-mêmes en œuvre nos propres principes. Or, de ce côté-là, il y aurait beaucoup de choses à dire. Les menaces réelles sont très différentes des fausses peurs invoquées dans le débat qui alimentent souvent des polémiques stériles. Les menaces réelles, elles sont de plusieurs ordres. Je vais juste les lister, puis après, si vous voulez, on peut poser des questions. Il faut lire ton livre, absolument. C'est vraiment faire passe de publicité. Énormément d'éléments d'analyse très pertinents, avec beaucoup de documentation, donc merci infiniment. Et une partie doctrinale quand même. Et je te remercie infiniment. Voilà, petite parenthèse. Je pense qu'aujourd'hui, la justice, en effet, est menacée, est très menacée. Et c'est là où je pense que notre état de droit est en danger. Ce sont des menaces internes et des menaces externes. La première menace, et vous allez la comprendre parce qu'elle fait partie de la réflexion, c'est qu'il y a trop de lois. Il y a trop de lois, elles sont mal faites, elles sont mal interprétées, et cette confusion du cadre législatif et cette profusion de la loi est un véritable danger pour la loi. Je ne suis pas la seule à le dire, la complexité de la loi, mais pas que la complexité, la surabondance. Là-dessus, je vous invite à aller voir tous les rapports du Conseil d'État. Il y a une réflexion extrêmement intéressante sur la place de la loi, outre le fait que plus personne, en fait, si plus personne sait quelle est la norme applicable, cette confusion est la première menace pour l'état de droit. C'est quelle norme et comment la norme est faite, et est-ce que la norme est bien faite. Je ne vais pas aller trop là-dessus, mais il y a des très bonnes réflexions aujourd'hui. Il y a un livre de Jean-Denis Combrexel qui est là-dessus. Il y a un livre aussi d'un autre conseiller d'État qui s'appelle Christophe Éoge-Duval, qui a écrit aussi sur cette profusion normative, outre le fait, et c'est pas rien, que cette profusion normative nous coûte énormément d'argent, puisqu'on estime ça à plus de plusieurs milliards, cette techno-bureaucratie. C'est-à-dire que la loi a perdu son âme, son sens, son orientation, et là je crois qu'on est totalement dans cette idée d'intelligence juridique. L'intelligence juridique, c'est à la fois la quantité, le contenu et le bon usage de la loi, si je devais résumer les trois aspects. Mais il y a d'autres menaces qui sont, et que je vais lister rapidement, qui sont tout simplement l'accès à la loi. C'est-à-dire que cette complexité éloigne le citoyen de la loi. Donc, un état de droit qui n'est pas appliqué ou qui n'est pas applicable, c'est une menace pour l'état de droit. Parce que c'est un rejet de ce cadre législatif, c'est une mauvaise compréhension, mais c'est aussi une rupture d'égalité.
C'est-à-dire que la loi doit être la même, c'est un principe, d'ailleurs c'est le principe fondamental, doit être le même pour tous les citoyens. Et pour ça, faut-il encore qu'ils y aient accès, mais surtout qu'elle soit appliquée de la même manière, et peut-être qu'on pourra en parler pour tous les citoyens. Et puis, il y a aussi un autre danger qui est le New Public Management, qui est une idéologie aussi sur laquelle je parle pas mal, qui est en fait une idéologie ce que j'appelle le néolibéralisme, c'est qu'en fait, et c'est ce que dit aussi ce professeur au Collège de France, Alain Supiot, c'est que en fait, au règne de la loi, c'est substituer la gouvernance par les chiffres ou par le nombre. Donc, on a toute une vision où c'est les statistiques, les tableaux de bord, le management, etc., qui fait qu'aujourd'hui, c'est en fait ce qui guide aujourd'hui, l'application de la loi, c'est-à-dire que pour faire très simple, on s'adapte aux capacités et on ne s'intéresse plus au contenu, mais on s'intéresse à la gestion du chiffre. C'est le règne du quantitatif. C'est le règne du quantitatif, et le règne du quantitatif, ça fait des stats, mais ça ne fait pas nécessairement de la justice. Je passe là-dessus, je pense que c'est une menace absolument importante. Et pas seulement pour la justice, bien sûr. Bien sûr, mais c'est une menace réelle pour l'état de droit, puisqu'en fait, on s'adapte aux capacités plus qu'on ne recherche l'application de la loi. D'autres menaces qui sont internes aussi, qu'on pourrait citer, c'est les garanties réelles que les victimes peuvent avoir. C'est tout ce travail aussi de l'accès, je l'ai déjà dit, à la procédure, mais c'est aussi la déontologie du juge. Il y a toute une réflexion sur les carrières, les nominations. On se désintéresse du statut de ceux qui sont censés appliquer la loi, mais en fait, il est fondamental. Et on voit d'ailleurs que dans les États européens, il y a des nuances très importantes. La carrière, la manière dont un magistrat même voit sa responsabilité engagée, etc. Ouais. Tout ça sont aussi des éléments extrêmement importants qui peuvent menacer l'état de droit, y compris la corruption. Enfin, dans les menaces externes qui sont actuelles aujourd'hui et vraiment très graves, je pense qu'on en a deux sur l'état de droit. La première, c'est la criminalité organisée qui tend à se substituer sur certains territoires à la loi du territoire. Donc, c'est la loi, c'est une autre loi, c'est pas une absence de loi, c'est une autre loi. C'est ça qui est intéressant. Donc là, on est sur une substitution sur des pans entiers du territoire d'une autre loi qui répond à la loi de la criminalité organisée, avec de la corruption, de la terreur, de l'intimidation, des violences, etc. Et on le sait aujourd'hui, l'actualité le montre tous les jours. Donc là, c'est une substitution à la loi de nos sociétés. Et la deuxième menace externe qui est réelle, c'est le terrorisme islamiste qui, cette menace cherche non pas à se substituer, mais à détruire nos valeurs de la République, parce que, en fait, son projet, c'est que ces valeurs ne correspondent pas aux leurs. Et donc là, on est dans une autre menace qui est celle quasiment de défi de l'État et de défi de son corpus pour aussi avoir un autre projet politique global et donc totalitaire. C'est pas deux menaces qu'il faut prendre à la légère et qui sont deux menaces externes. Donc on voit bien qu'on a des fausses peurs et on a des vraies menaces quand on parle de l'état de droit sur lequel l'esprit de défense, je vous invite à réfléchir. Alors, vous voulez peut-être qu'on fasse un échange, je pourrais parler encore des heures, donc coupez-moi, dites-moi si vous voulez... Non, mais en tout cas, merci pour cette vision et cette présentation. Oui. On voit qu'il y a une vraie réflexion sur, j'allais dire, pas une idéologie du droit, mais se reposer des questions sur savoir vers quoi on va, comment on le fait, faire surtout, j'allais dire, du ménage dans toutes les normes et la profusion des normes qui sont tombées, soit parce que c'était des sujets d'actualité et qu'il y avait besoin d'une réponse politique ou peut-être médiatique plus qu'un vrai besoin juridique.
Et à côté, sur les menaces internes et externes, pour rebondir sur ces derniers points, c'est ce que vous décrivez dans votre ouvrage, j'allais dire la mécanique de la justice n'a pas l'air d'être bien huilée pour pouvoir répondre de manière efficace ou efficiente, ou en tout cas de manière aussi souple que les menaces, elles, s'adaptent. Oui, alors par rapport à ce sujet qui est rarement vraiment, je trouve, analysé comme tel, à savoir l'application réelle du droit et comprendre pourquoi, et en tout cas ça a été mon objectif dans ce livre, pourquoi on a une déconnexion de plus en plus importante entre les attentes des citoyens, alors qu'apparemment on a un état de droit qui fonctionne, on n'arrête pas de faire des normes, au contraire, enfin, tout ça a l'air bien sérieux et il l'est d'ailleurs au passage. Pourquoi, en fait, comment comprendre cette distorsion et cette crise de confiance dont je pense qu'elle est à la fois majeure et à la fois gravissime pour notre état de droit. J'ai voulu rentrer et décortiquer dans les profondeurs et les strates, si vous voulez, du fonctionnement ou des dysfonctionnements de la justice. En vrai, quand les citoyens, pour parler du pénal, sont choqués et s'étonnent parce que, en fait, on est un pays où on aime le droit. N'oublions jamais que la France est un pays de la norme, un pays extrêmement régalien, etc. Pourquoi, en fait, les citoyens sont choqués? D'abord parce qu'il faut dire la vérité aux citoyens, c'est que la justice ne fonctionne plus. Mais il n'y a pas que les citoyens, il y a aussi les collaborateurs de la justice, la police, les gendarmes, les experts, les avocats. Je veux dire, tout le monde est assez unanime, chacun sur son périmètre et avec sa vision, pour dire ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus. Alors, ça ne fonctionne plus parce que c'est trop lent, c'est très très lent, ça ne fonctionne plus parce qu'en fait, la justice pénale n'arrive pas à répondre, contrairement à ce que l'on croit, aux demandes, et je vous donnerai si vous voulez quelques chiffres. Ça ne fonctionne plus parce que on a perdu, et ça c'est très intéressant, finalement de vue l'objectif, par exemple au pénal, c'est-à-dire qu'on ne sait plus punir aujourd'hui, on fait de la régulation. Absolument. On fait de la régulation permanente. Donc, en fait, on veut tout embrasser, mais finalement, on n'arrive pas à rendre des décisions qui soient à la hauteur des attentes. Donc, on ne sait plus punir. Et même sur le plan intellectuel, on a perdu ça. Donc, il y a vraiment une réflexion. En fait, il faut réinvestir le champ intellectuel de la norme. Je crois que c'est ça l'enjeu aujourd'hui pour l'état de droit, c'est que, encore une fois, je le répète, ce n'est pas neutre, la norme n'est absolument pas neutre, elle est une arme politique, et donc ce champ de bataille idéologique, il est réel. On a aujourd'hui des mouvements très forts, par exemple sur le pénal, qui date d'ailleurs de Foucault, mais pas que de Foucault, de déconstruction de la manière dont, finalement, jusqu'à présent, on envisageait la sanction, le procès pénal, la place de la victime, la place de l'auteur, etc. Donc tout ça n'est pas du tout neutre. On a un autre champ de bataille qui est celui des droits individuels qui parfois contredisent ou en tout cas concurrencent l'intérêt général. On a un champ de bataille aussi sur alors je vais très vite, mais sur le pouvoir politique, c'est-à-dire une concurrence entre le judiciaire et le politique qui laisse penser que le politique est impuissant, parce qu'en fait, celui qui a le pouvoir, c'est celui qui a le dernier mot. Or, aujourd'hui, celui qui a le dernier mot, c'est le juge. Que ce soit le juge européen, le juge constitutionnel, le juge Conseil d'État, le juge pénal, voilà. Donc, le politique sait qu'aujourd'hui, son périmètre d'action est essentiellement un périmètre de normes, puisqu'il n'arrête pas de faire de la norme, et lui-même s'est mis en position de faiblesse, parce que comme il agit quasiment que dans la norme, tout ce que je disais sur la profusion normative, et que la norme, celui qui a le dernier mot, c'est le magistrat, lui-même, d'une certaine façon,
seront impuissants, et en tout cas se sentent impuissants. Donc là, il y a toute une réflexion aussi sur tous ces périmètres. Et c'est vrai que aujourd'hui, la justice, moi je parle d'un état de quasi-faillite, n'arrive pas à rendre son office pour toutes ces raisons. Je ne sais pas si vous voulez que je vous donne quelques chiffres, mais par exemple, je regardais... Quelques-uns, ça serait utile. Oui. Quelques-uns seulement. Quelques-uns. Alors, quelques-uns. D'abord, il y a un chiffre qui est assez effrayant, c'est qu'aujourd'hui, d'abord, près d'une infraction sur deux ne donne pas lieu à des plaintes. Absolument. Ce qui est d'ailleurs un chiffre qui est effrayant parce que ça veut dire qu'on n'a pas confiance. On se dit ça sert à rien. À quoi sert-on? Voilà, je ne vais pas déposer plainte. Donc déjà, on a un chiffre noir de la réalité. Ensuite, quand on va déposer plainte, il faut savoir qu'on a eu récemment un rapport d'inspection sur ce qu'on appelle les stocks en souffrance dans les commissariats de police et dans les gendarmeries, et on a on a quasiment 3 millions de procédures, je ne sais pas si on imagine ce que c'est, qui aujourd'hui, on avait 2,7 millions de procédures en stock dans les services de police qui ne sont pas instruits, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enquête. 2,7 millions de procédures. Donc, on vous dit, allez déposer plainte, sauf que ces procédures, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être rien ou quelque chose de très, très grave, d'urgent. Donc, déjà, au niveau des services de police, ils sont déjà saturés. Ils sont déjà saturés. Ce qui est un vrai sujet dans un état de droit. C'est-à-dire qu'il y a déjà une inégalité sur le territoire sur le fait qu'il y aura une enquête ou il n'y aura pas une enquête. Donc ça commence déjà là, en fait. Et quand je dis ça, c'est pas du tout, évidemment, une mise en cause des services de police et de gendarmerie. Ils font déjà ce qu'ils peuvent, mais eux-mêmes, en fait, ont des difficultés. La police judiciaire, par exemple, et tout ce qui est judiciaire, n'attire plus les vocations parce que la procédure est devenue d'une complexité totale. Et en fait, ils ont l'impression de faire plus de la bureaucratie ou de la techno-bureaucratie juridique que de l'enquête. Donc là, il y a toute une réflexion, évidemment, sur la simplification de la procédure pénale, sur laquelle je n'ai pas le temps de m'étendre, mais qui est évidemment un vrai sujet. Donc déjà, vous avez énormément d'infractions qui ne seront jamais traitées. Mais pour vous donner les derniers chiffres, parce que je les ai regardés, sachant que c'est ce qui arrive donc cette fois-ci chez les magistrats, donc au parquet. Donc là, on a déjà deux étapes. Oui. Le dépôt de plainte, oui. La plainte, la non-enquête. Et puis il y a ceux qui arrivent enfin chez nous avec une enquête. On est sur 5 millions de plaintes et procès-verbaux qui sont reçus au parquet en 2023. Dessus, nous allons faire déjà une première analyse qui fait que nous avons 27,5% des enquêtes qui sont poursuivables. Ça veut dire que les affaires non poursuivables, donc pratiquement 83%, sont classées sans suite pour plein de motifs. Alors des motifs qui ne sont pas des motifs nécessairement, qui sont des motifs réels, qui sont par exemple défaut d'élucidation, prescription, infraction mal caractérisée, irresponsabilité, si vous avez des gens. Mais quand même, et là j'attire tout de suite attention, si on regarde les chiffres du CEPEJ, qui est une comparaison au niveau européen de ce que font la justice, nous avons un effondrement du taux d'élucidation. Oui. Alors que nous n'avons jamais eu autant de moyens techniques, vidéo, enfin tout ça pour élucider. C'est-à-dire que on est inversement mieux doté sur le plan normalement de l'élucidation et on a des chiffres qui sont effondrés. Quand on se compare avec les autres pays européens, notre taux d'élucidation est anormalement bas.
Donc là, il y a déjà un premier sujet qui est un sujet gravissime. C'est-à-dire que, est-ce que les enquêtes sont faites? Pourquoi elles sont mal faites? Pourquoi? C'est-à-dire, ça pourrait dire plein de choses. Ils n'ont pas les moyens, on n'exploite pas les vidéos, enfin, ça peut être plein de choses. Bon. Donc là, déjà, il y a une déperdition qui sont extrêmement importantes. Et donc, sur ces 1 200 000 affaires poursuivables, le parquet, en fait, on garde à peu près 600 000, c'est-à-dire pratiquement la moitié. Donc, on refait un troisième ou quatrième écrimage, et donc, à la fin, on n'a que 12% des affaires qui arrivent au parquet qui sont poursuivies. 12%. Juste pour calculer, c'est 12% des affaires qui ont déjà passé le double filtre que vous disiez, c'est-à-dire la personne dépose plainte. Alors, ensuite, la personne ne dépose pas plainte. La personne dépose plainte. Et ensuite, ça arrive au parquet. Et dans ce qui arrive au parquet, il en reste qu'environ 12%. Alors, c'est sur les 5 millions de plaintes qui sont reçues au parquet, en effet, où on est à 12% des affaires qui sont poursuivies. Donc on est à 500, on est à presque même pas 600 000 affaires sur les 5 millions. Donc ça c'est intéressant de le comprendre parce qu'en fait, quand on parle du sentiment d'insécurité, ça, en fait, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un sentiment, on est mais c'est pas fini. Alors, nous avons un taux de classement. Alors, on a un taux de non-identification exceptionnel, mais nous avons aussi un taux de classement exceptionnel par auteur par rapport à la médiane européenne, puisqu'en fait, la médiane européenne est de 38% et que nous, de poursuite, alors que nous sommes à peine à 15%. Il y a 12,1% de poursuite. Donc, ces chiffres sont assez effrayants et on a un taux d'alternative aux poursuites, parce que comment expliquer qu'on a si peu d'affaires qui arrivent et qui sont poursuivies, qui est de 76%. Donc, on fait des alternatives aux poursuites. C'est-à-dire que quand on a une affaire qui est poursuivable, on fait aussi des alternatives. Et le ministère de la Justice nous demande d'augmenter encore ces alternatives aux poursuites pour arriver à un taux de 80% en 2024 et de 82% en 2027. Donc finalement, en 2023, on a prononcé à peu près 543 000 peines. Et sur ces peines, ce n'est pas fini, parce que là, c'est encore le dernier, la dernière chose. On nous demande de surtout ne pas mettre en prison. Donc, aujourd'hui, sur ce reliquat, nous avons 116 000 peines d'emprisonnement, en partie ou en ferme, soit 21% des peines prononcées. On continue. Nous sommes à 2,39% de peines d'emprisonnement prononcées par rapport aux 5 millions d'affaires. Ça, c'est le vrai chiffre, si vous voulez. Donc, évidemment, on voit bien que ça ne peut pas tenir, parce qu'en fait, on a un problème de sécurité. Mais quand on prononce ces peines d'emprisonnement, il faut savoir que immédiatement, quasiment une peine sur deux est aménagée. Parce que après, on arrive sur une autre problématique, qui est la problématique de la capacité carcérale, sachant que la France ne s'est pas dotée, comme les autres pays européens, d'une capacité carcérale qui correspond à l'évolution de sa démographie, et qu'aujourd'hui, nous sommes au niveau européen plutôt dans un sous-équipement carcéral qui fait qu'on n'a plus de place en prison. Donc voilà. Donc, ça, c'est pour vous donner. Et ça, on est au cœur, en vrai, de l'état de droit. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui se fait agresser, quelqu'un a un droit, dans l'état de droit, à être protégé.
Donc là, on est sur une réflexion de la politique pénale qui pourrait être autre. Hein. Je le dis, il y a d'autres. Donc c'est ce que j'explique d'ailleurs en partie dans mon livre. Parce que ton plaidoyer est positif. Très. Ton plaidoyer pour la refondation. Tout à fait. C'est très important. C'est-à-dire comment concilier. En vrai, c'est comment concilier le respect de l'état de droit et de la sécurité aussi, qui en fait partie, parce que n'oublions jamais que c'est une liberté fondamentale, de la rupture d'égalité, de cette promesse qui est le garant de la démocratie pour que justement la société continue, et une réponse pénale qui soit efficace. Et donc, c'est tout notre enjeu aujourd'hui, c'est d'arrêter de sortir de ce plaidoyer qui dit on n'a plus de moyens, on n'y arrive pas, d'accord? Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas réglé le problème, on a juste posé un constat. Donc, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'une fois qu'on a compris d'où venaient les problèmes, c'est de pouvoir y répondre et pas simplement se contenter de dire bah, on ne peut pas faire autrement. Surtout pour rebondir, surtout que beaucoup de réformes, ou en tout cas de lois qui ont été faites en matière pénale, ont bien donné l'impression qu'on voulait dériver, c'est ce que vous décrivez dans les statistiques, au lieu de répondre à l'attente de la victime, de la personne qui est victime d'une infraction, qui elle attend une sanction de l'auteur, et puis on a oublié aussi la réparation de la victime, ça aussi, ça fait partie des sujets que vous abordez aussi dans votre ouvrage, et c'est vrai que du coup, toute loi ou toute norme qui vient dériver vers des sanctions alternatives ou ce genre de choses sur lesquelles d'ailleurs on n'a pas assez de retour d'impact, on ne sait pas si réellement ça empêche la récidive, en tout cas d'un point de vue du citoyen, on ne sait pas si ça a vraiment une efficacité ou si c'est juste pour dériver le flux. Et c'est vrai que vous avez le même sentiment dans la police ou la gendarmerie, où eux sont en contact direct des victimes, ou même interviennent, puisque c'est eux qui ramènent, j'allais dire, le flux qui doit être traité par le parquet, et qui est aussi d'ailleurs soumis au même problème de management que la justice que vous évoquiez, à savoir les mises à disposition, les chiffres, puisqu'il faut faire ses MAD pour être bien vu, enfin ce genre de mécanisme qui est néfaste pour l'efficacité. Et c'est vrai que... En vrai, pour essayer d'être plus simple, c'est-à-dire que le New Public Management, c'est-à-dire l'adaptation de ce qu'on appelle la régulation, c'est-à-dire les moyens et les stocks, est totalement étranger à l'idée de la justice, évidemment. C'est-à-dire que la justice est un droit fondamental qui est en fait au fondement même de la garantie de la paix sociale. C'est-à-dire que si la justice n'est plus assurée, ou la sécurité qui sont pendants, c'est l'anarchie, c'est le chaos et c'est la vengeance. Donc, on ferait bien de s'intéresser de très près à cette question, parce qu'elle est fondamentale. D'ailleurs, les politiques commencent tous à être fébriles là-dessus en se disant « Ah oui, les élections vont se jouer là-dessus, donc on est un peu dans une surenchère ». Mais en fait, le problème, c'est pas la norme qui se trompe. Le problème, c'est de comprendre pourquoi aujourd'hui ça ne fonctionne pas et comment sortir de ces dysfonctionnements. Pour sortir de ces dysfonctionnements, il faut sortir de l'idéologie. Il faut sortir du New Public Management, il faut sortir de toutes les idéologies. Sur la politique pénale, on a quand même des idéologies qui nous emmènent dans le mur. C'est-à-dire que, et je me suis beaucoup intéressée à ce qui se faisait dans d'autres pays, parce que en vrai, nous sommes un peu une singularité aussi dans notre politique pénale. Nous avons une idéologie pénale qui est la suivante, pour la résumer simplement, c'est-à-dire que on punit très peu, vous l'avez vu, je vous ai donné les chiffres, très tard, c'est-à-dire qu'on privilégie toutes les alternatives possibles, imaginables, y compris à l'incarcération, y compris on a tout un système qui est une usine à gaz d'aménagement, de changement de peine en permanence, qui d'ailleurs a un impact sur la lisibilité et sur ce que l'on fait, et qui a un impact aussi sur l'égalité, hein, parce que du coup, et qui a un impact aussi sur les victimes. Donc on a très peu, très tard, et je dirais trop tard, parce que contrairement à ce que l'on nous assène, en fait, aujourd'hui, la politique des aménagements de peine et des alternatives ne réduisent pas la récidive. Il n'y a aucune étude sérieuse, il n'y a aucune étude tout court qui est faite
qui prouve qu'aujourd'hui que toutes ces peines ont un impact sur la prévention de la délinquance et la récidive. Pire, tous les pays, et ça je suis allée voir de très près, tous les pays qui l'utilisent énormément comme nous, en fait, voient, ce qui est contre-intuitif, mais qui s'explique, leur taux de surpopulation ou de population carcérale augmenter. C'est-à-dire que c'est la même courbe, c'est-à-dire plus vous faites d'alternatives, c'est-à-dire moins vous punissez au bon moment et de façon utile, plus en fait vous faites monter la criminalité. Tous les pays, je mets de côté le Japon qui est quand même un pays très particulier, mais ils font zéro alternative, et tous les pays qui n'ont pas fait ce choix, et il y en a plein, ont vu leur taux de population carcérale baisser. Par exemple, les Pays-Bas ont changé leur politique pénale, mais il n'y a pas que, l'Allemagne fait ça, tous les pays nordiques font ça. Ils ont fait, pourquoi la politique pénale, c'est très important, ils ont fait l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont décidé d'incarcérer très tôt, très court, donc ça ne désocialise pas, mais c'est une sanction. Donc ça arrive très tôt. Donc ça, à la fois c'est une prévention pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la justice. Donc là, ils voient la justice passer, donc il y a une exécution. C'est très très court, donc ça n'a pas tous les effets de criminogènes qui sont voilà. Et ils partent du principe qu'en fait, c'est en faisant respecter la règle et en apprenant avec une pédagogie proportionnée qu'en fait vous évitez la récidive. Et donc les ultra courtes peines telles qu'elles sont par exemple pratiquées, que ce soit en Allemagne, dans les Pays-Bas, Scandinavie, tout ça, ont vu leur prison se vider alors qu'ils prononcent 2 fois plus de peines de prison. Pourquoi? Parce qu'en fait les gens restent très peu. Pour la plupart, ils n'y reviennent jamais parce que ça a eu un effet préventif, notamment chez les mineurs. Et ça ne vous fait pas rester trop longtemps en prison. Nous avons eu notre taux d'incarcération qui est passé de 6 mois dans les années 80 à 11 mois aujourd'hui. Ça pourrait faire un truc très simple, c'est que, tenez-vous bien, on n'incarcère pas plus que dans les années 80, même plutôt moins d'ailleurs, mais comme on reste 2 fois plus, 35 000 détenus en 1980, c'est 70 000 aujourd'hui parce qu'il reste 2 fois plus. Et donc, aujourd'hui, comme on attend très longtemps avant d'incarcérer, les multiréitérants récidivistes, quand ils vont en détention, ils vont pour longtemps parce qu'en fait, ils ont toute leur peine d'avant qui, à un moment, tombe, plus parce qu'ils sont vraiment ancrés dans la délinquance, en général des peines très longues, et du coup, ça fait mathématiquement, et ça continuera à faire augmenter la surpopulation, alors qu'on incarcère de moins en moins. C'est totalement contre-intuitif, mais c'est totalement rationnel. Oui. Voilà. Donc, on voit bien que la politique pénale peut totalement changer du jour au lendemain, c'est-à-dire on pourrait sanctionner au lieu de classer, on pourrait donner, et ce qui est important, cette confiance pour les citoyens de dire la justice est passée, on pourrait avoir ce côté préventif en partie et on réglerait le problème de la place de cette surpopulation. Alors ça ne va pas se faire en un jour, mais ça veut dire que c'est intéressant de s'intéresser au contenu, car la politique pénale, il y a des politiques pénales qui peuvent être totalement différenciées. Et ça, c'est un sujet sur lequel personne vraiment ne se penche. Est-ce que j'ose te poser une question qui concerne les médias? Parce que tu es toi-même confronté à cette difficulté de pouvoir faire comprendre quels sont les enjeux et quels sont les progrès que nous pouvons faire dans le traitement des solutions. Est-ce que tu penses que, en ce qui concerne nos amis journalistes, il y a une conscience de ces enjeux du droit ou une vision simplement instrumentale ou occasionnelle des questions juridiques? Il y a quand même très peu, ou en tout cas pas assez de journalistes spécialisés qui, en fait, ont cette vision un peu plus éloignée du fait divers.
d'abord, la France adore le fait divers, elle se passionne. Non, mais c'est très culturel. On adore ça. D'ailleurs, je regarde, hein, c'est de plus en plus présent dans l'actualité. Si on regarde une émission, c'est incroyable, même sur un JT ou sur des chaînes continues. La part du judiciaire est de plus en plus importante. Donc, mais c'est souvent sur le côté spectaculaire ou ce que l'on aime bien, un peu, j'allais dire simpliste, bon, méchant, avec des débats qui sont assez rapides, où en général, les magistrats sont les boucs émissaires. Bon, parce que ça aussi. Des sujets en profondeur sur les enjeux de justice. D'abord, la justice est devenue trop compliquée. Donc, il faut du temps, c'est un investissement. Et deux, la justice n'est pas un sujet pour les politiques. C'est-à-dire que on le voit, d'ailleurs, ce n'est pas un sujet, ça n'a pas été considéré comme un bien essentiel pendant la période du Covid, et on voit que c'est toujours un sujet à la marge. Donc, c'est pas un sujet au centre. Et ça joue beaucoup aussi sur la manière dont les médias, du coup, envisagent le sujet. C'est-à-dire que même sur des moments forts, par exemple, qui sont des élections présidentielles, etc., le sujet de la justice n'est pas abordé, je veux dire, dans cette dimension institutionnelle, mais plutôt polémique. Et j'ai l'impression que partout dans le monde, la relation entre le monde politique et le monde judiciaire est très très compliquée. Oui. Ça participe presque du règlement de compte, j'allais dire. Oui. Systématiquement une espèce d'opposition radicale, peut-être d'inquiétude aussi de la part du monde politique, qui se voit de plus en plus quand même, mise en cause, en difficulté, etc. J'ai l'impression que c'est un des éléments peut-être pour lesquels il y a une difficulté de prise de conscience de l'enjeu de la politique pénale, etc. Et c'est essentiel, me semble-t-il. Oui. Mais la situation me semble très compliquée, pas seulement en France. Non, mais ça c'est tout à fait juste. Pourquoi? Parce qu'en fait, les institutions, c'est vivant. Or, on est sur des lieux de pouvoir. Et donc, qui dit lieu de pouvoir dit enjeu de pouvoir. Et donc, les périmètres à la fois du champ de compétences, parce que ça aussi, le champ de compétences, jusqu'où le juge peut aller dans le champ de compétences à la fois du citoyen dans son intimité, à la fois du pouvoir politique dans ses prérogatives. Premier enjeu. Ça, c'est, voilà, de deux côtés, il y a deux enjeux. Ça, c'est une réalité. Et après, il y a la question de la politisation, c'est-à-dire que ça, c'est les jeux de pouvoir. On n'est plus dans les enjeux, on est dans les jeux de pouvoir. Et sur les jeux de pouvoir, il y a des dérèglements institutionnels, y compris dans la séparation des pouvoirs. Et c'est comme une horlogerie, j'allais dire, suisse. C'est quelque chose qui se règle tout le temps. Parce que c'est vivant. Et ce réglage, il est permanent. Et en fait, là où, à mon avis, on est faible, c'est qu'on pense, ou on accuse beaucoup les pouvoirs, mais on pense peu les contre-pouvoirs. Et en vrai, c'est dans les contre-pouvoirs que les choses se jouent, plus que dans les pouvoirs. Bien sûr. Je t'en prie, mettre en avant ce que tu veux faire. En fait, j'avais une question annexe sur laquelle on s'était déjà posé avec Jean-Claude, qui était de se dire, est-ce qu'il y a eu une étude économique du mal-être judiciaire? Je m'explique. C'est-à-dire que toutes ces personnes qui ont fait la première étape de déposer plainte, ils ont mis une attente. Cette attente-là, ça leur met une boule au ventre, ça les empêche de travailler, ça humile leur cerveau, ce qui fait que, du coup, juste du point de vue économique, ils sont moins productifs. Ils produisent moins, ils rapportent moins à l'État. Et ce qui est assez dommage, c'est que on aurait pu aussi regarder la problématique pénale par cet angle-là, et qui pourrait aussi intéresser un peu plus ces politiques qui ont malheureusement un peu trop ces chiffres en tête, et de se dire c'est un poste de coût en fait la justice pour beaucoup, et pas quelque chose qui permet de faire gagner. Si on a une bonne justice comme une bonne santé, on a des gens qui travaillent mieux, qui se sentent mieux dans leur vie, et qui produisent une société qui va mieux. Il y a une étude qui a été faite, j'ai oublié le nom de ce professeur, mais on peut la retrouver, sur le coût du crime.
qui est un peu ce que vous venez de dire, c'est-à-dire, si on voit très large, combien nous coûte le crime et qu'il faut mettre en parallèle avec le coût du budget du ministère de la Justice, parce qu'en fait, c'est ça. Alors, j'ai plus en tête les résultats, mais il était énorme, absolument énorme. Et il y a un livre qui vient de sortir sur cette question, qui est sur le coût de l'insécurité, qui a été écrit aussi par un conseiller d'État qui s'appelle Christophe Duval, qui justement répond, c'est le premier un peu qui a fait cette étude, sur le coût justement de l'insécurité. Mais là où vous avez raison, en vrai, il est mais énorme ce coût. Énorme. Et donc, du coup, on aura un gain énorme en modifiant. Et bien sûr. Mais c'est pour ça qu'en fait, l'approche économique, elle est extrêmement importante, même si elle semble déshumanisante, entre guillemets, par rapport aux enjeux. Mais en vrai, pas tant que ça, parce que plus on protégera, plus on investira sur une société et moins ça nous coûtera, ça c'est sûr. Donc vous avez raison de poser la question de ce côté. C'est un angle mort total des politiques publiques qui en vrai est la faiblesse généralisée d'ailleurs de notre système actuel et qui est peut-être une des raisons ou une des causes de les effondrements du secteur public et des missions régaliennes. C'est une question très importante parce que dans beaucoup de pays du monde, la question de l'économie souterraine, des zones grises et des violences qui s'y développent est une préoccupation pour l'état de droit que nous partageons tous et toutes. Et là, par exemple, sur le narcotrafic, dont je pense qu'elle est une des menaces externes, réelles, et pas une fausse peur de débat parisien sur « Ah, vous avez dit l'état de droit peut bouger, quelle horreur !» Ça, par exemple, on est sur plusieurs milliards, on est sur 3 à 6 milliards. Vous savez que c'est intégré dans le PIB, hein, d'ailleurs, les stupéfiants. Oui, bon, voilà. On estime ça à 3 à 6 milliards et des centaines de milliers d'emplois dans le narcotrafic, d'ailleurs, au passage, qui est aussi quelque chose qui est en train d'abîmer notre tissu social par une économie parallèle qui rapporte tellement plus d'argent que aujourd'hui, il est plus attractif de travailler dans la criminalité organisée que d'aller travailler, je veux dire, honnêtement. Donc ça, c'est un autre enjeu fondamental aussi qui doit être pris en compte j'allais dire, sur le plan économique. Nous sommes très préoccupés par tout ce qui est intelligence collective et intergénérationnelle. Je pense que l'important pour nous, c'est de réfléchir à l'état de droit et en quelque sorte d'y faire participer notamment les jeunes, singulièrement jeunes. Et je pense notamment aux jeunes policiers, gendarmes, qui peuvent être pris de doute et qui peuvent être en difficulté. Et je pense que c'est un élément central de l'état de droit. Est-ce que tu vois une méthode, un moyen de faire participer ces jeunes dans cette prise de conscience de leur rôle important pour l'état de droit? Et comment on peut, toutes et tous ensemble, juristes, les convaincre qu'ils ont vraiment une place centrale et la valoriser? C'est mon sentiment. Oui, bien sûr. Alors, c'est une question extrêmement difficile, en vrai. Moi, je pense que de toute façon, aujourd'hui, il faut réinvestir le champ intellectuel de la norme. Oui. J'en suis persuadée. Et de l'application de la norme dans son architecture, dans son effectivité. Et ce qui est très bien aussi souvent avec le côté intergénérationnel, c'est qu'avec les nouvelles technologies qui sont mieux maîtrisées par les nouvelles générations, je pense que et les talents qu'on a, et d'ailleurs je le vois dans la gendarmerie, mais aussi des initiatives incroyables sur l'élucidation, là il y a des choses avec des e-crime, là il y a une expérimentation en ce moment avec la cour d'appel de Caen, avec des scènes de crime en 3D, mais c'est pareil du côté de la police, il y a aussi des talents, mais etc. Je pense que les talents sont là. Le vrai sujet, c'est pas tellement que les talents ne sont pas là et chez la jeunesse, c'est qu'en fait on a en France, et c'est ça le levier à mon avis qui est le plus négatif, une technobureaucratie qui fait que les choses ne remontent pas.
et ne remontent pas au bon niveau. C'est-à-dire qu'il faut, mais ça c'est la réforme de l'État. Oui. Ça, c'est la réforme de l'État. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de travailler en silo. Il faut arrêter de travailler de manière extrêmement hiérarchisée. Alors, il faut être beaucoup plus agile, voilà. Or, on est quand même de ce côté-là une vieille démocratie, une vieille techno-bureaucratie. Et la norme peut être, justement, c'est pour ça qu'il y a une intelligence stratégique, un obstacle. C'est-à-dire qu'à la fois, elle peut être un atout, mais elle peut être aussi un obstacle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des process, y compris normatifs, qui sont des obstacles à l'action. Donc, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et c'est pas que de la simplification. La complexité n'est pas un problème. C'est la technobureaucratie qui est un problème. La complexité, c'est au contraire un critère d'une civilisation. Il vaut plus avoir peur de la simplification que de la complexité. Mais par contre, il faut avoir peur de la technobureaucratie qui empêche, si vous voulez, ce côté intergénérationnel. Alors, il y en a qui arrivent bien, je sais que la gendarmerie est assez bonne là-dessus, mais nous, par exemple, la justice, on est très très mauvais là-dessus. Très très mauvais là-dessus. On a beaucoup de mal à faire bouger les choses. C'est ce que j'explique aussi, y compris dans notre architecture. Donc l'architecture est très importante. L'architecture est très importante pour justement débloquer, déverrouiller tous ces systèmes-là. Donc il faut réintroduire aussi une organisation du travail, je terminerai là-dessus, qui soit adaptée aux besoins et aux attentes. Et l'organisation du travail, comme la RH, pour moi, est un levier premier pour débloquer tout ce qu'on s'est dit. Et je m'excuse, je vais te laisser conclure. Le président va conclure. Et je voudrais remercier le président, Patrice et Béatrice, d'avoir ensemble lancé et en quelque sorte une vision qui peut nous permettre d'avancer un petit peu de façon intergénérationnelle. Donc vraiment, lisez tous et toutes ce livre. Il est sensationnel pour nous donner confiance en plus. Patrice, tu as la parole du président. On a une demande d'ailleurs pour rappeler le livre, mais le livre, on l'a mis sur le site LinkedIn. Merci beaucoup. Merci parce que je rejoins tout à fait Jean-Claude. À la fois, c'est un livre qu'on pourrait considérer comme sombre parce que le constat est sombre, parce que le constat est choc, mais néanmoins, voilà, c'est surtout la lucidité. Ça permet d'apporter des éléments tout à fait concrets sur un ressenti que l'on peut tous avoir, professionnel ou non professionnel, sur l'état de la justice. Et surtout, il se contente pas que de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste un livre noir en disant tout est pourri, tout est mort, il n'y a plus qu'à aller se battre tout seul. L'état de nature, on reviendrait à cet état de nature, alors qu'en fait non. Vous plaidez, je dirais même sur cette refonte de ce contrat social autour de ces éléments et en priorité de réflexion sur les choses avant de partir dans tous les sens. Et ça, c'est très bien, et c'est la raison pour laquelle je suis aussi, comme Jean-Claude, très heureux d'avoir lu et de lire, et puis surtout d'alimenter cette réflexion. Merci aussi sur vos propositions de réflexion sur notre commission, parce qu'on va les poursuivre. On sera heureux de vous retrouver sur d'autres sujets, parce qu'il y a d'autres thématiques que vous développez qui sont très intéressantes. Et surtout, notamment sur la question que vous ouvrez sur l'état de droit écologique. Ça, c'est des sujets qui sont très, très intéressants, sur des sujets qui sont à débattre. Ça va nécessiter de retrouver un jour pour avoir une discussion, parce que c'est vraiment de l'ordre de la doctrine du droit en général. Oui, je pense que c'est de la philosophie. Oui. Mais je pense qu'il faut réinjecter de la philosophie dans le droit. C'est pas seulement une boîte à outils. C'est surtout pas une boîte à outils. En vrai, si je devais peut-être faire ma conclusion, c'est deux choses. D'abord, la justice n'appartient pas aux magistrats, elle appartient aux citoyens. Donc ça, si j'ai quelque chose à dire à tous les citoyens, emparez-vous du sujet, car c'est votre sujet. Nous sommes juste
à votre service. Donc déjà, les propriétaires et les destinataires de la justice, c'est vous. Et ça, c'est très important parce que souvent, on croit que ça appartient aux spécialistes, etc. Non, c'est un enjeu majeur, c'est le bien commun par excellence d'une société. Et ça, je pense que c'est vraiment très important qu'on redonne la justice aux citoyens. D'ailleurs, on rend la justice au nom des citoyens. C'est ce que je disais tout à l'heure, ce malaise entre ce que l'on fait et les attentes ne doit pas exister. Et donc là, il y a un enjeu sociétal, de redéfinition des valeurs d'une société. Quelles sont les valeurs que l'on veut protéger et comment on veut les protéger, premièrement. Et donc j'appelle, moi, un New Deal judiciaire, c'est-à-dire juridique d'un état de droit. C'est-à-dire que je crois que l'enjeu pour demain, c'est que tout le monde dise, mais maintenant, quel est l'état, alors quel est l'état de notre droit, ça c'est sûr, mais qu'est-ce que l'on veut comme état de droit? C'est-à-dire quelles sont les valeurs aujourd'hui que l'on veut voir protégées réellement d'abord, et comment on veut les voir protégées. On n'en a pas parlé, mais les libertés publiques, évidemment, ont été aussi mises à mal parce qu'on voit que parfois on est en accélération, en régression, etc. Mais tout ça est aussi important. Là, j'ai parlé un peu du pénal, mais il y a plein d'autres sujets. Il faut vraiment, et c'est l'objectif de ce livre, vous emparer du sujet parce que c'est votre sujet et il ne faut pas attendre tout de l'État parce que l'État peut un peu. En tout cas, tu peux beaucoup. Merci d'avoir ouvert ce cycle sur lequel on sera heureux de vous retrouver. Et passez de bonnes fêtes à tout le monde. Et joyeux Noël. Reverrons. Bonne fête de fin d'année. Voilà. Merci.